salon pour continuer ce débat très passionnant entamé il y a quelques minutes. Nous avions évoqué donc cette fronde qui s'organise en ce moment dans les différents arrondissements, les mairies, et la destitution est à l'ordre du jour. Destitution en cascade. Les maires sont dans le collimateur de leurs collègues, on dira conseillers, et on assiste à cela en se posant des questions, parce que on pourrait résumer la chose en disant à qui profite le crime. Herbert Moulindo. D'abord, le mot crime me gêne. D'accord. À qui profite la destitution. La destitution. Parce que quand vous évoquez les termes comme crime à côté d'un avocat comme Moulon là, il est obligé de commencer à vous parler du code de procédure pénale et ainsi de suite. Mais je pense que la destitution profite à ses commanditaires. Et que ce qui est gênant dans cette affaire de destitution, c'est que les mobiles évoqués ne sont pas très connus, à part ce qui est écrit dans le texte de loi en ce qui concerne la destitution, le retrait de confiance. Quand vous demandez aux conseillers rebelles, pourquoi ils veulent destituer les maires, ils disent que nous voulons leur retirer notre confiance. Alors, le retrait de confiance est prévu. Les 2/3 des conseillers peuvent décider de retirer la confiance. Mais il aurait été intéressant de savoir ce qu'on reproche fondamentalement à nos maires pour avancer. Mais cette épidémie de destitution qui n'épargne plus les bastions supposés de ceux qui n'ont pas été dans la rupture, à part le maire de Diga, je crois que l'essentiel de ceux qui sont menacés par ce vent violent de destitution, ce sont des maires qui n'ont pas soutenu la coalition de la rupture. Ce peut être une coïncidence, mais le constat est là. Le constat est là que les destitutions sont aujourd'hui des foyers d'instabilité au niveau du pouvoir local, au niveau de nos collectivités locales. Maintenant, faire de la destitution un mode de gouvernance est un échec. Échec pour la décentralisation et ensuite une défaite pour les préfets. Parce qu'au moment où on concevait la décentralisation, on a fait de la préfecture l'institution qui serait une institution d'assistance conseil. Voilà pourquoi il y a le contrôle de légalité, le contrôle de substitution et d'annulation. Mais je constate de plus en plus que les préfets ont découvert, n'est-ce pas, une ardeur particulière à brandir la destitution comme trophée. Je pense que l'on s'éloigne de l'essentiel qui est le développement local, parce que la plupart des conseillers rebelles ne sont pas des gens qui sont très assidus, n'est-ce pas, aux sessions communales ou municipales. Ce ne sont pas des gens qui animent les commissions dont ils président. Et par conséquent, on peut se demander si l'objectif politique n'était pas en fait de renverser les maires pour pouvoir faire le lit, peut-être pour la réussite d'éventuelles consultations électorales. Isidore Tchafé, la vague de destitution. La vague de destitution, je pense que moi, à mon avis personnel, je pense que, vous savez, ces élections avaient été, n'oublions pas, revenons quand même dans le contexte dans lequel ces élections ont été faites. Et ces élections avaient été vraiment faites avec une telle pression exercée sur ces conseillers. Et là, je reste encore modeste et modéré dans mes propos. On a connu dans certaines municipalités des troubles et des violences que je ne vous citerai pas ici. La suite, on a connu également. Donc, que ces conseillers subitement reviennent à la charge par retrait de confiance, remettre la chose en doute et en question, pour moi, il n'y a aucun problème. Qu'ils le fassent, c'est une manière démocratique de le faire. Si la loi l'autorise, que ce soit fait. Cette épidémie de destitution, comme mon ami Herbert l'a souligné, résulte sans aucun doute de la volonté de reprise en main
du nouveau pouvoir qui a entrepris une œuvre de démolition. Vous voyez le nouveau pouvoir partout. Pardon? Vous voyez le nouveau plan du nouveau pouvoir partout. Si vous ne la Ça voyez devient pas, une obsession. Si vous ne la voyez pas, c'est Mais que ça devient une obsession. Si vous ne la voyez pas, Mais vous bon, savez, je vous laisse. si vous ne la voyez pas, c'est que votre cécité d'avant-élection demeure. En revanche, votre langue est toujours prompte à défendre ce qui est illégal ou contraire aux pratiques démocratiques. Selon vous. Alors, je ne veux pas dire que les maires qu'on est en train de destituer ont été élus dans de bonnes conditions. Ok, merci. Écoutez, moi je suis... Non, ça c'est rassurant déjà. Okay. Non, mais... Parce que vous voyez la main du nouveau pouvoir. Ne vous faites pas peur. Quand vous avez le président qui va à l'ADA et qui dit un certain nombre de choses et que par la suite il y a l'institution, quoi voulez-vous nous faire croire qu'il n'y a pas la main de l'exécutif dans ce qui se passe? Donc, la rupture, même si des gens n'y ont pas cru, suppose que l'on ne répète pas les pratiques que l'on a dénoncées. Il suffisait tout simplement de tracer une ligne, pas la ligne rouge, mais une ligne de légalité pour dire dorénavant un maire ou un conseil municipal qui ne travaille pas dans tel sens pourra être sanctionné plutôt que d'être dans une opération qui ressemble à un règlement de compte ou à une reprise en main avec des pratiques douteuses. Pourquoi je dis douteuses? Les missions d'audit qui ont été envoyées dans les différentes mairies, c'est pourquoi je sais que les maires et les conseils municipaux élus naguère ne sont pas forcément propres, n'ont pas géré de manière orthodoxe. Donc on trouvera forcément des irrégularités. On trouvera des irrégularités. Mais que veut-on faire de ces irrégularités? Première question. Qui contrôle? Ce ne sont pas des corps d'État qui vont contrôler. C'est des cabinets d'audit privés recrutés sur nos finances pour procéder à ces opérations. Donc, oui, si la compétence y est, allez-y. Ce n'est pas la compétence, c'est le principe. Non, c'est des règles. Ce n'est pas compétence. Dans un pays qui choisit un régime comme le nôtre, il y a des corps d'État dont la mission est d'effectuer ces contrôles sur les structures administratives décentralisées. Les cabinets d'audit privés, c'est entre entreprises commerciales privées. Donc il y a des irrégularités. Des choses difficiles. Voilà. Mais cela n'empêche pas que les résultats de ces cabinets soient objectifs. Non, leurs résultats sont infondés. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? C'est-à-dire que quand c'est un cabinet privé qui va là où un corps d'État doit aller, la chose est biaisée. Et qui on l'envoie? Par exemple, je sais qu'à la mairie de Cotonou, c'est le conseiller spécial du président de la République qui a un cabinet d'audit qui va auditer. Alors, même si les résultats, au final, sont objectifs, on dira que l'impartialité et la neutralité ne sont pas garanties. Et on peut interpréter dans tous les sens. Donc, ce que nous sommes en train de dire, ce n'est pas qu'on soit pour quelqu'un ou contre quelqu'un. Nous, on est pour une république claire, transparente, avec des actions légales. Ce cabinet fait partie de la République, simplement. Voilà, donc les principes et les principes. C'est tout ce que j'ai à dire par rapport à cette vague de destitution qui n'emportera pas la République. Herman Dossusognon, quoi, comme on dit chez nous. Voilà. Tu es de formation pharmacien. Je suis médecin. Médecin, voilà. Spécialisé dans la surface pharmaceutique. Très bien. Donc, merci pour l'accueil. Aujourd'hui, les motivations qui se cachent derrière cette vague de destitution ne sont pas connues, du moins n'ont jamais été évoquées officiellement. Mais ça me fait penser à l'élan de réforme institutionnelle en cours. Qu'on veuille retirer sa confiance à un maire, soit la loi le permet, c'est d'ailleurs bien, mais est-ce que le retrait de confiance ne doit pas être motivé? Et est-ce qu'on ne doit pas essayer de qualifier la gravité des faits qui peuvent conduire à un retrait de confiance et à une destitution? Parce que là, je vois clairement, moi je constate que c'est une faille dans le dispositif, et chaque président qui viendra, aujourd'hui on utilise ces termes-là parce que c'est le point, c'est la faille dans le dispositif. Chaque président qui viendra, lorsqu'il va se retrouver très loin des élections locales,
va utiliser cette arme-là, convaincre un certain nombre de conseillers qui vont retirer leur confiance, et ainsi ce sera la manière la plus facile de changer tous les maires du pays et d'avoir les mains libres pour faire sa politique. Moi je pense que dans notre élan de réforme, nous devons penser aussi à cet aspect-là, parce que c'est clairement identifié aujourd'hui que la démocratie pour la démocratie, lorsqu'on ne verrouille pas les petites failles, ça devient du n'importe quoi. Nous allons évoluer vers l'insécurité qui prend aujourd'hui une envergure énorme dans le pays. C'est ces braquages qui, malgré tout ce qu'on met en place comme stratégie pour endiguer le mal quand même continue d'étendre ses tentacules. Et dans la foulée, j'aurais aimé que vous abordiez tout de suite aussi, avec la même incidence, le panier de la ménagère, qui peine à s'améliorer. Les 2 repas par jour sont toujours difficilement faits. Donc, comment on peut apprécier ça, Herbert? Alors, comment on peut apprécier ça? C'est sur une récession qui s'explique par les échanges commerciaux assez difficiles avec le voisin de l'Est, le Nigeria. Nos commerçants se plaignent, les opérateurs économiques en font un ami, les hommes d'affaires ou les affairistes, on a du mal à distinguer les hommes d'affaires et les affairistes du pays, eux aussi se plaignent. Par contre, il y a une minorité quand même qui rit et qui trouve que tout est normal et que tout va bien, que le Bénin est à son niveau réel. Je pense qu'effectivement, nous avons ces problèmes. Ces problèmes que nous avons ont quelques corollaires. Vous avez parlé de l'insécurité, le braquage facile. Et j'ai pu remarquer que le dernier braquage qui a eu lieu au niveau du supermarché, les gens, après avoir ramassé les sous qu'ils ont retrouvés, les gérants ont dit qu'ils n'ont pas trouvé beaucoup. L'essentiel, le montant n'est pas important. C'est qu'ils ont pris le temps pour ramasser des denrées alimentaires. Je pense qu'effectivement, on a un problème de communication. C'est clair qu'aujourd'hui, il y a une certaine difficulté sur le plan économique dans le pays. Personne ne l'ignore. Ce qui est un peu curieux, c'est que nous avons un ministre des Finances, nous avons un président de la République, nous avons des ministres d'État qui n'ont jamais estimé utile de venir devant les Béninois pour leur dire, écoutez, aujourd'hui nous sommes dans une difficulté économique, voilà les raisons. Il y a la chute du Naira, il y a le Nigeria qui réorganise son marché, il y a un contexte économique mondial qui n'est pas très propice, ainsi de suite. Face à ces difficultés, voilà le chemin que nous avons choisi. Mon gouvernement et moi avons choisi d'aller dans ce sens, parce que nous croyons, ça va rester des hypothèses, mais nous croyons qu'en activant tel et tel levier, on peut remonter la pente. Ça va demander un peu de temps. En attendant, voilà les mesures d'accompagnement que nous avons prévues, un peu comme ça se passe dans les grandes démocraties. On a besoin de comprendre ce qui se passe. On a besoin de savoir ce que nos dirigeants sont en train d'envisager pour nous sortir d'affaires. Mais lorsque il n'y a aucune communication dans ce sens et que et les ministres et le chef d'État voyagent, des voyages plus ou moins intéressants, soi-disant pour aller nous signer des contrats, on se demande, ça rentre dans quelle ligne de politique? Il y a sécurité, pourquoi? Parce que les gens ils ont faim. Et d'ailleurs, la famine qui tenaille est un facteur aggravant. Mais le vrai problème, c'est que notre pays n'a jamais été en sécurité parce qu'il n'y a même pas de moyens pour lancer les policiers, il n'y a pas de fusil, les autres sont plus équipés et on braque en toute impunité. Donc tout ça est lié à la misère financière du pays. La famine, le panier de la ménagère qui peine à remplir, misère du pays. Et pourquoi il y a misère dans le pays? Parce que c'est un pays pauvre et dont le peu de ressources est gaspillé, pillé, volé. Alors moi, je vais faire court, je vais faire 3 phrases. La première, je ne parlerai pas de l'insécurité, parce que pour moi, les mesures ont été prises, elles sont efficaces, elles sont en train de nous donner leurs résultats. Et personne ne peut contredire. Deuxième cas, on parle du panier de la ménagère. Oui, c'est vrai, il y a crise. Alors je dirais, pour finir, que pour régler ce problème du panier de la ménagère, il faudrait que le gouvernement, tout simplement, pratique une politique en tenant compte de son voisin nigérien. Il faudrait qu'on utilise aujourd'hui la récession du Nigeria pour pouvoir promouvoir et remettre en question notre système et notre arrimage à l'économie nigériane. Sans ça, rien ne sera fait. Voilà.
Je vous remercie essentiellement pour ce dernier panel. Il y avait beaucoup de sujets à l'intérieur. On n'a pas pu parler comme il se fallait donc du 11 national, mais nous avions compris que les écureuils ont été happés par les aigles du Mali. C'était une grosse déception pour le peuple béninois, une grosse gifle, une prise de conscience que le sport roi est complètement malade et qu'il faut carrément se repencher, faire intervenir un vrai collège de médecins à son chevet, et tant que cela ne sera pas fait, voilà. Il faut profondément le mal, pénétrer profondément. Il faut le pénétrer profondément, et surtout il faut cesser d'aller dans ce genre de choses. C'est une dédicace à tous les cabalistes qui se reconnaîtront. C'était un plaisir de faire cette émission en votre compagnie. On se retrouve dans 2 jeudis pour le même plaisir et le même rendez-vous. À très bientôt.